Aujourd'hui, je vais essayer la Kawasaki Z650 RS, une moto de débutant qui reprend le design d'une époque que les jeunes qui sont censés vouloir la conduire n'ont pas connue. A l'inverse, les motards qui ont connu cette époque ne devraient pas avoir envie de conduire une moto de débutant. La question est donc, qui peut bien avoir envie d'acheter cette moto et pourquoi ? Allez, parlons des origines de ce moteur. Sous ce maquillage plutôt réussi de Kawasaki authentique et rustique se cache une Z650. Alors la Z650, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un des roadsters les plus vendus depuis 2017, donc gros roadster à succès. Et encore, sous cette Z650 se cache une ER6N. Là encore, si vous ne connaissez pas, c'était le best-seller Kawasaki des roadsters d'entrée de gamme depuis 2005. Alors, comment vous résumez la Kawasaki ER6N ? Pour ma part, j'en ai eu 3, 2 pour la piste et une pour le stunt. Et cette machine de seulement 70 chevaux environ est une excellente école, que ce soit pour apprendre, pour rouler sur circuit ou faire du stunt. Et surtout, comme vous pouvez vous imaginer, ces 3 motos ont très mal fini. Elles ont eu quelques casses, quelques chutes, quelques excès d'optimisme. En revanche, s'il y a un truc qui n'a jamais lâché, s'il y avait un truc infaillible, c'était son moteur. C'est pas bien compliqué, ces 68 chevaux, pour moi, sont les plus fiables qui existent. Alors en général, quand on parle de fiabilité, on pense tout de suite à chiant. C'est vrai qu'un moteur fiable, c'est très rarement pétillant, plein de fun, de fougue et d'énergie. Dans le cas de ce moteur, je dirais que c'est pas tout à fait vrai. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que ce moteur est fun ? C'est assez difficile à décrire parce que la plupart des gens pensent que quand un journaliste SR parle d'un moteur fun, il parle d'un truc qui le satellise. C'est pas du tout le cas. Ce bicylindre parallèle a plutôt du punch, c'est-à-dire que quand on tourne la poignée de gaz, il met peu de temps avant d'offrir un sentiment d'accélération. C'est plutôt agréable. Il n'y a pas beaucoup d'inertie. Il répond toujours présent, quel que soit le rapport. En fait, ce moteur, à partir de, on va dire, 3000, même 2500 tours, il y a quand même pas mal de sensations. Et ensuite, il turbine, il mouline jusqu'à 10 000 tours par minute. C'est l'avantage d'avoir un bicylindre justement en parallèle. C'est un peu plus agréable dans les tours que les bicylindres en V. En général, je dis bien. Ils sont capables d'offrir des hauts régimes sans trop de vibrations, sans un excès de frein moteur. Et du coup, ils acceptent le pilotage à haut régime. Par rapport à sa concurrente principale qui serait la Yamaha MT-07, ou plutôt dans ce cas de figure la XSR, donc le design néo-rétro de la MT-07, ce moteur est plus agréable dans les tours et à la fois un peu moins puncher à bas régime. Il est légèrement plus décalé vers de la sportivité à haut régime, tout comme le comportement en dynamique de la machine d'ailleurs. Ce design est culturellement établi. C'est un fait, que vous ayez connu ou pas cette époque, vous voyez tout de suite que c'est un clin d'œil historique aux années 70 et aux constructeurs japonais. Et du coup, ça m'a un petit peu questionné, je dirais. Quel autre constructeur japonais assume autant son design, son histoire ? Du côté de chez Suzuki, il y a eu vaguement la Katana récemment, ou la dernière Vestrom qui copie un petit peu les codes de la DR. Encore qu'avec Suzuki, on ne sait pas vraiment s'ils le font exprès, si c'est une tendance au style néo-rétro, ou si c'est leur bureau de design qui s'est arrêté de bosser dans les années 80. Concernant Yamaha, on a eu la 1700V Max, à peu près, quelques réplicas aussi, mais ils n'ont pas eu une grande recherche de design dans leur patrimoine pour ressortir un modèle vraiment emblématique. Honda, pareil, leur gamme néo-rétro est très néo et assez peu rétro finalement. Donc, si on regarde parmi les grands constructeurs japonais, qui assume le plus son design d'antan, c'est Kawasaki. Kawasaki ose remettre à la face du monde entier ce design typique, simple et efficace qui caractérise les motos des années 70. On a tous l'impression d'avoir déjà vu 1000 fois ce long réservoir rond et profilé, ou cette selle qui est longue et profilée, sur une coque arrière longue et profilée et qui termine sur un feu arrière long et profilé.
Sinon, qu'est-ce qu'on a de sympa? Les jantes de profil, elles ressemblent à des jantes à rayons, tout simplement parce que les bâtons de ces jantes en alliage ont un profil plat. Ça, c'est pour rappeler les jantes à rayons de l'époque. Les disques de frein aussi, traditionnellement à pétales chez Kawasaki depuis quelques décennies, sont tout simplement ronds comme les premières motos à disques de frein de l'époque. Petite cerise sur ce gâteau antique, le double compteur traditionnel à aiguille, qui encadre un petit compteur digital qui fait son petit effet technologique. Il y a des machines, c'est comme ça, plus vous les regardez et plus vous les aimez bien. Et même si à la base c'est pas trop mon style, j'avoue que je commence à avoir un petit faible pour cette 650 RS. Pas forcément parce que j'aime son design, mais plutôt parce que pour une fois, une néo-rétro est plutôt cohérente en réalité. À l'époque, cette machine a fait des émules parce qu'elle était fun, qu'elle représentait une certaine forme de sportivité et d'adrénaline. Et puisque l'idée même de ressortir une néo-rétro, c'est de rappeler qu'à l'époque on faisait des choses cool, bah autant l'assumer. La Z650 RS, tout comme la Z900 RS de Kawasaki, assument totalement ce rôle et sont plutôt dans ce registre de bonnes bécanes. Un des traits qui caractérise toutes les bases ER6 depuis son existence depuis 2005, c'est des châssis étrangement, étonnamment même je dirais, efficaces. Avec des trains avant assez précis, une grande stabilité. Cette machine, elle a toujours été vraiment attachante pour moi parce que elle arrive à la fois à être basique, simple, pas très ambitieuse au niveau de l'équipement. Vous avez vu, c'est une fourche classique, des étriers de frein, ce qu'il y a de plus classique et d'ancien, un système de suspension arrière assez basique aussi. Mais à la fois, une fois sur route, on se rend compte que ça le fait. Et finalement, ce pragmatisme est efficace, la moto fait le taf et se montre plus efficace même en conduite rapide que de nombreuses concurrentes qui auraient un équipement qui esthétiquement paraît plus performant. Ça me fait un peu penser à l'esprit CB500 qu'il y avait à l'époque. La Honda la plus basique que je connaisse était à la fois extrêmement efficace dès que vous la mettiez sur un col de montagne très étriqué avec un mec qui savait l'emmener. Et les ER6, Z650 et cette version RS, c'est exactement la même chose. Une moto qui, d'un point de vue esthétique de l'équipement, ne paye pas de mine, mais en réalité, si vous en croisez une bien menée sur route, attention. Qu'est-ce qui lui manquerait pour être parfaite? Ça c'est la question, parce que ce qui la caractérise, c'est justement d'être une moto basique, intelligemment équipée pour ne pas coûter trop cher et à la fois convenir pour son exercice. Qu'est-ce que je pourrais bien lui demander de plus? Là franchement, il y a peut-être une question de feeling. Parce que finalement ces machines-là, c'est vrai, elles sont, comme on l'a dit, agiles, stables et assez rapides dans un virage. Et à la fois le retour d'information qu'on a au niveau des freins, au niveau des suspensions et des pneumatiques, pas extrêmement connecté. Mais là encore, c'est une question de qualité de matériel, donc ça exploserait la facture. Mais c'est vrai que c'est le petit truc qui pourrait manquer, et ça pourrait faire une version très spéciale, suréquipée et efficace. Bon, là on est déjà quand même à 8500 € sur une Z650, même un petit peu jolie, ça fait cher. Il y a bien quand même un truc que j'ai envie de lui reprocher. C'est quelques détails de finition. Comme beaucoup de machines modernes, elles ont beau être rétro dans l'âme, il faut cacher les durites et tous les faisceaux, on va dire, électriques, électroniques d'une machine moderne. Donc là, il y en a un petit peu partout. Il y a quelques fils qui se baladent de manière un peu trop présente parfois. Et c'est vrai que ça gâche un petit peu l'esthétisme global de cette moto. Donc je dirais Kawasaki à 8500 €. Un petit effort les gars sur la finition, les passages de câbles. Je sais pas, c'est pas mon boulot. Moi c'est un conseil que je vous donne, ça me fait plaisir, ça coûte rien. Et à la fois c'est facile de le faire assis le cul posé sur la moto. Mais un petit effort sur la finition et ce serait parfait. Est-ce que j'accepterais d'avoir cette machine dans mon garage? Pas évidente comme question. Je dirais que comme moto daily, elle est plutôt cool. Jolie petite moto, qui a vaguement un design historique qui veut dire quelque chose, avec un petit moteur pétillant, un châssis dynamique, tout ça ok. En revanche, le prix, là ça fait un petit peu mal. Dans ce coloris là, cette moto coûte environ 8490 €. Ça commence à faire cher pour une moto d'entrée de gamme avec seulement 68 chevaux. Donc je dirais que dans l'absolu, pour ce qu'elle représente, oui, mais à ce prix là, je la trouve un petit peu au-dessus du marché.
Après, si vous êtes blindé, vous avez 22 motos et que vous aimez ce verre avec ses jantes, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Hein. Moi, je vous le reprocherai pas. Chacun fait ce qu'il veut avec sa thune. Hein. Et moi, si j'ai 8005, je l'aimais pas là-dedans. À la fois, je dis ça, mais j'ai eu quelques motos de merde quand même, bien chères et qui servaient pas à grand chose dans mon garage. J'en ai encore, je crois. Attends, j'ai laquelle? La XLR. Bon, celle-là marche pas. La Daytona, le châssis est mort. La R1, le brossillon est tordu. La MT-07. Putain, je crois que la MT-07 c'était... Bon, on va bientôt finir Rota elle aussi de toute façon.